Peu importe ce que qui que ce soit peut dire dans la vie, prenez-le avec des pincettes. Prenez ce qu'il vous donne. Et ne pensez pas genre, oh, David Goggins a dit ça ou un tel a dit ça. Non. Ne prenez pas ce que je dis comme si c'était exactement ce que vous aviez à faire. Donc pour moi, ce qui fait de moi qui je suis, c'est que ma mission est très différente de la vôtre ou de celle de n'importe qui d'autre. Je dois entrer dans une situation où je me dis, ok, je suis un gars qui veut rendre les gens meilleurs. Sauf que pour que les gens s'améliorent, je dois continuellement m'améliorer moi-même. Pour arriver à ça, je ne peux pas juste dire, oh, j'ai ce CV, et ce CV sera là pour toujours. C'est bon pour moi. Je dois surpasser mon succès parce que pour aider les gens, je ne peux pas juste dire que je l'ai déjà fait une fois, et que ça suffit. Je dois continuer à réinventer la roue de l'esprit, et toujours trouver de plus en plus de façons de la faire fonctionner pour vous. Parce que si j'amène mon message que d'une seule manière, il pourra peut-être toucher 5 personnes sur 25, donc c'est un échec. Je dois amener mon message d'une manière qui pourra toucher les 25 personnes. Il doit être suffisamment large pour permettre aux 25 personnes qui à la base n'aiment peut-être pas le message, mais elles pourront quand même en retirer quelque chose. C'est ça, l'évolution. Vous devez continuer à évoluer, et vous ne tirerez rien de moi à faire mon travail, à moins que je ne me surpasse quelque part et que je dise « Ok, tu as gagné cette somme d'argent, il est temps de se remettre au travail. Arrête de t'écouter parler. Casse-toi de ces podcasts. Ne sois pas trop présent sur les réseaux sociaux. Écarte-toi de tout ce bruit. Et retourne dans le laboratoire mental, parce que c'est de là-bas que vient la connaissance. Donc pour moi, je dois me surpasser pour pouvoir revenir avec plus de connaissances, de meilleures connaissances, plutôt que de chercher à répéter, vous savez, toutes ces choses qu'on retrouve partout sur Internet. Pourquoi les gens achètent mes livres? C'est parce que ce n'est pas du copier-coller, c'est de la véritable connaissance. J'ai construit Goggins à partir de zéro. Je suis né en tant que David Goggins, mais David Goggins n'était pas assez bon. C'était un enfant effrayé, malmené, victime d'intimidation, qui a lutté dans la vie. Et cet enfant, à chaque fois que quelque chose devenait difficile, peu importe à quel point il s'entraînait, peu importe à quel point j'étais prêt, à chaque fois que quelque chose devenait difficile pour moi, David Goggins, le vrai David Goggins, qui était faible, il abandonnait. Et je me suis vraiment rendu compte de ça au bout d'un certain moment. Et donc j'ai dû construire Goggins. Et dans ce processus, je dois constamment retourner à ce laboratoire mental. Et ce laboratoire mental nécessite l'action. C'est dans ce laboratoire mental que j'entraîne l'humilité. Et donc, c'est là que je deviens meilleur. Il est important de rester affamé. Il est important de rester affamé. Mais il est encore plus important de rester humble face à cette faim. Vous ne pouvez pas vous regarder, genre, des gens le font même avec moi. Je regarde toujours les gens de... Je sais ce qui vous arrive. Je le sais parce que je suis passé par là. C'est pourquoi j'ai aidé tellement de gens à s'en sortir. Je n'ai jamais été au-dessus de vous. J'ai même presque toujours été plus ou moins en dessous de vous. Et c'est de là que viennent mes connaissances. Donc je sais comment atteindre ces gens qui vivent dans les oubliettes. Parce que j'y ai été pendant vraiment longtemps. La dureté, le renforcement mental, la ténacité sont des compétences périssables. Juste parce que vous avez suivi un programme d'entraînement une fois et l'avez réussi, cela ne veut certainement pas dire que ça durera éternellement. Et c'est quand j'ai commencé à dire ça que la plupart des gens ont arrêté de chercher à me comprendre dans ma vie. Parce que j'ai réalisé cela. Il ne suffit pas de dire « Oh ça y est, j'ai compris, on coche la case, maintenant c'est bon pour le reste de ma vie ». C'est pour cela que vous devez vous surpasser et entretenir tout ce que vous avez développé. Et l'une des choses que vous devez absolument entretenir est votre esprit. C'est l'une des choses qui demande le plus d'entretien. Et quand vous atteignez ce genre de niveau, vous devez travailler sur lui chaque putain de jour. Pas une fois par an. Est-ce que je peux faire un pas de plus? Généralement, la réponse est oui. Donc lorsque vous pouvez répondre positivement à cette question et que vous ne faites pas un pas de plus, ceci est un véritable échec. C'est un abandon. Et beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. Maintenant, je ne sais pas si vous pourrez faire 2 pas. Parce que pour répondre à cette question, vous devez d'abord faire le premier pas. Mais, donc si je choisis de ne pas le faire, c'est de ma faute. Et je devrais vivre avec ça. La décision d'une seconde est quelque chose par laquelle je suis passé plusieurs fois pendant cette course. Donc cette course m'a pris une centaine d'heures à terminer. Ok. Est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est que même si j'ai échoué, j'ai quand même fini dans les temps. Donc, il y a beaucoup de fierté dans ça. Maintenant, si vous passez par une centaine d'heures de... Laissez-moi utiliser la semaine de l'enfer, c'est le parfait exemple. Une semaine de l'enfer, c'est 130 heures. Et ça revient à beaucoup de secondes. 130 heures, c'est beaucoup de secondes. Et si vous perdez, disons que vous gagnez chaque seconde, sauf une. Vous avez perdu. Il suffit d'une seule seconde pour perdre toute cette bataille. Donc, la décision d'une seconde, c'est juste ça. C'est quand vous êtes dans une situation où ça craint. Disons que vous êtes dans une eau extrêmement froide et que votre vie défile devant vos yeux. À chaque fois que cette vague passe par-dessus votre tête, votre esprit va tout mettre en œuvre pour vous pousser à dégager de cette eau. Sauf que vous êtes dans la semaine de l'enfer. Et vous n'êtes qu'à la première heure, sur 130 d'affilée. Et au début, c'est comme un jeu, ok? Au début de la semaine de l'enfer, c'est des coups de feu non-stop, des explosions, c'est comme un avant-match. Tout le monde est surexcité. Vous êtes là avec vos frères d'armes, tous rassemblés ensemble. On vous pulvérise des conneries dans la gueule. C'est comme un avant-match. Tout le monde est en train de hurler, des bombes explosent, des grenades assourdissantes qui sautent de partout, des tirs de M60. Yeah, houya, fuck yeah, yeah, motherfucker, yeah! Mais ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent tout ça d'une minute à l'autre. Ils arrêtent ça. Tous ces houya, toute cette hype, et tout devient très silencieux.
et il vous emmène dans la zone de vagues, pour quelque chose qui s'appelle le supplice des vagues. Vous vous allongez tous dans l'eau et le froid vous tétanise. Et vous vous retrouvez seul avec vous-même. Vous êtes liés par les bras avec, vous savez, vos frères à vos côtés, et vous ne savez pas s'ils vont vous laisser là longtemps ou non. Vous commencez à vous poser tout un tas de questions, vous êtes allongé dans l'eau, et cette première vague vous frappe. À ce moment, ce que fait votre esprit, c'est qu'il va directement de l'heure numéro 2 jusqu'à l'heure numéro 130. Mentalement, vous ne pouvez pas gérer 5 jours plongés dans un tel enfer. Et d'un seul coup, votre esprit commence à vous dire « Tu dois sortir d'ici. » Tu penses qu'à une chose, c'est foutre le camp. L'eau est glaciale, tu te demandes si tu pourras tenir aussi longtemps dans cette merde. Tu commences à te demander s'il est possible de tenir aussi longtemps dans cette eau. Et puis arrive cette décision d'une seconde. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous vous foutez des SEALs, vous vous foutez de tout ça, vous vous foutez de vous battre pour votre pays, vous ne portez plus aucun intérêt pour cet emblème qu'il pourrait mettre sur votre poitrine. Vous ne voulez plus tout ça. À ce moment, tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez être chaud, vous voulez peut-être quelque chose à manger, vous voulez que votre femme vous prenne dans ses bras, et vous savez que toutes ces choses confortables se trouvent juste derrière cette décision d'une seconde. Et c'est là que les gens perdent. Donc, ce que je fais quand je pense à cette décision, parce que nous pensons tous à abandonner quand ça devient difficile, est ce que vous devez faire pendant cette seconde. Il est difficile de traiter des informations quand vous souffrez. Parce que cette souffrance prend le dessus, et vous n'arrivez plus à penser de manière rationnelle. Tout ce à quoi vous pensez, c'est vous protéger, c'est sauver votre peau. Sauf que ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui va vous aider à traverser les moments difficiles. Et la plupart des gens échouent face à cette seconde. Du coup, qu'est-ce que je fais devant cette décision d'une seconde? Et il y a tout un processus derrière ça, mais quand cette seconde est arrivée, je suis physiquement resté dans cette eau. Parce que si je sors de l'eau, tout s'arrête. Donc je reste physiquement dans l'eau, mais mentalement. Je suis sur cette foutue plage avec ces foutus instructeurs. Et les instructeurs savaient à quel point il ferait froid dehors. C'est pourquoi ils ont leur parka sur le dos, leur tasse de café bien chaud à la main. Eux, ils n'ont plus à faire ça parce qu'ils sont déjà passés par là. Et maintenant, c'est à toi de passer par là. Donc mentalement, je suis sur la plage avec eux. Physiquement, je suis toujours dans l'eau. Mais mentalement, je suis avec eux bien au chaud. J'ai rien à faire, j'ai ma parka sur le dos. Et maintenant, je peux commencer à penser logiquement. Parce que je suis au chaud maintenant. Mentalement, je suis au chaud. Donc quand cette seconde est arrivée pour la première fois, je me suis dit, n'abandonne pas encore, mon gars. Réfléchis plutôt à toutes tes options. Où vas-tu finir si tu abandonnes maintenant? Où vas-tu finir? Qu'est-ce que tu te diras si t'abandonnes maintenant? Parce que tu sais que si t'abandonnes, tu retrouves ton confort. À la seconde où tu sors de cette eau, tu pourras aller prendre une douche et retrouver ton confort. T'auras plus besoin de faire tout ça. Donc je commence à penser logiquement. Je rassure mon esprit parce que votre esprit veut juste que vous foutiez le camp. Sonne la cloche, pose ton casque, réchauffe-toi, et ensuite t'es pris au piège. Voilà les choses auxquelles nous devons penser pour traverser la décision d'une seconde. C'est tout ce dont il s'agit. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre esprit, de replacer votre esprit face aux bonnes perspectives, et puis de dire « Je tiens vraiment à être ici. Et je sais que je vais faire face à beaucoup de ce genre de secondes à travers ce voyage de 130 heures. Et je dois apprendre à les contrôler, car si j'échoue, à une seule de ces secondes, je ne deviendrai pas un Navy SEAL, je ne deviendrai pas médecin, je ne deviendrai pas avocat. Peu importe ce que vous voulez devenir, vous ne le serez pas. Voilà à quel point cette décision d'une seconde est importante. Il s'agit de... Lorsque votre esprit commence à prendre le contrôle sur vous, vous devez lui répondre « Va te faire. C'est moi qui te contrôle en forêt. » C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La plupart des gens abandonnent devant ces secondes. Et puis cette seule seconde mène à 20 ans, 30 ans, 40 ans de regrets. Au fur et à mesure que vous réussissez, vous ouvrez la porte à des gens qui vont critiquer chaque chose que vous faites. Et la plupart des gens qui vous critiquent, généralement, n'ont pas fait ce que vous avez fait. Toutes les critiques sont prononcées par des gens qui généralement se trouvent à un très bas niveau de la vie. Ces gens sont tristes. Les gens qui sont au niveau supérieur entendent ces haters au niveau inférieur. Et comme je disais, vous ne rencontrerez jamais un haters qui est meilleur que vous. C'est la vérité. Donc j'ai commencé à m'amuser avec ça. Ce que je fais, c'est que je vais sous mes commentaires, mais je n'y vais pas avec les mêmes intentions que la plupart des gens. Ce que je fais, c'est que je cherche intentionnellement les commentaires négatifs. Et puis, je les bloque et je les supprime. Parce que les gens sur ma page n'ont pas besoin de cette énergie négative. Donc je les bloque et je les supprime, mais avant ça je prends une capture d'écran sur mon téléphone, et je mets ça dans mes archives. Donc ce qui se passe c'est que, il y a des jours où je suis là genre, tu sais quoi, je n'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui. Mais je me dis, oh attends une seconde. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire ces mixtapes, qui sont uniquement composés de tous ces messages de haters. De tous ces gens qui disent de la merde sur moi. Et c'est devenu pour moi une telle source de carburant. C'est magnifique, parce que je sais pourquoi tu me détestes. Tu me détestes parce que t'es probablement allongé dans ton lit en ce moment. T'es certainement pas très fier de toi, et t'es sûrement quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Donc ce que je fais, c'est que je vais continuer à te remettre en question, en revenant ici et en ayant encore plus de succès. Donc je crée des pistes audio sur mon téléphone, où je m'enregistre en train de lire ces commentaires négatifs. Et puis j'écoute ça pendant que je cours. Parfois j'écoute ça à la maison. Et ça arrive parfois que Jennifer soit nerveuse à propos de ça parce que des fois elle me voit assis là sur une chaise à écouter quelqu'un en boucle dire de la merde sur moi. Et souvent elle me demande mais pourquoi tu fais ça? C'est à moitié comique et à moitié inspirant. Je suis vraiment inspiré par ça.
remonte à l'époque où je pouvais être parfois victime d'intimidation, ou dans des périodes très sombres de ma vie, cela m'aurait vraiment dérangé. J'aurais voulu rétorquer en retour, j'aurais été là genre à me justifier à longueur de journée. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où je peux entendre tout ça, et réellement en profiter. Parce que je sais d'où ça vient. J'ai étudié tout ça. Donc je ne me contente pas simplement de l'écouter et de m'en moquer. À la place, j'examine tout ça. Parce qu'il y a bien longtemps maintenant, j'étais aussi une de ces personnes. J'étais une de ces personnes qui, quand elle voyait quelqu'un réussir, et que je ne comprenais pas comment je pouvais le faire moi aussi, je me disais, oh c'est n'importe quoi, c'est sûr qu'il triche, c'est pas possible de faire ça. J'étais cette personne négative parce que je n'y étais pas arrivé, et je ne voulais pas non plus travailler pour y arriver. Donc tous ces gens qui déversent leur haine sur les autres, je les ai étudiés, et j'ai acquis beaucoup de connaissances grâce à eux. Et j'ai surtout acquis beaucoup de connaissances en m'étudiant moi-même lorsque j'étais dans cet endroit sombre. J'ai étudié ça toute ma vie, et j'ai obtenu le plan ultime juste en observant ma famille. Parce que j'étais le plus petit de la famille. L'enfant le plus jeune de la famille a le total avantage. Vous savez, peut-être que c'est vous la cible, que c'est vous qui êtes victime d'intimidation. Sauf que vous vous asseyez, exactement comme tu le disais juste avant. Je me suis assis et j'ai observé mon père. Et j'ai réalisé que je ne voulais absolument pas devenir comme lui. Ma mère, mon frère, qui que ce soit. Je me suis assis et j'ai prêté attention à tout ce qui m'entourait. Et je me suis donc retrouvé avec tous les exemples de comment ne pas vivre ma vie. J'ai observé ces gens faire de la merde et je me suis dit, je ne veux pas être comme ça. J'ai appris à étudier les gens avant de réagir. Parce qu'il n'y a aucune personne qui réussit dans ce monde, étant dans un bon état d'esprit, qui s'amuserait à attaquer n'importe qui de cette manière. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec eux. Donc vous devez toujours creuser un peu plus, avant de vous laisser blesser. Avant de vous laisser blesser par cette brute à l'école, ou par ce patron au travail, prenez le temps. Prenez quelques secondes, pour prendre du recul, et les étudier. Parce que la plupart des gens qui sont dans un bon état d'esprit, ça ne les intéresse pas de savoir ce que vous faites. Ils ne se soucient pas de ce que vous faites. Ils n'essaieront pas de vous détruire. En fait, ils essaieront plutôt de vous faire monter avec eux. À la place de détruire qui vous êtes en tant que personne. La plupart des gens qui font ça sont en fait très, très malheureux. À quoi ressemblent vos journées en ce moment? Avez-vous une sorte de routine? Oui, je cours tous les matins. Quand est-ce que vous vous levez? Je me lève vers 5h, 5h30. Et donc, chaque matin, je commence par courir. Et c'est ce que je fais en premier parce que c'est la chose que je déteste le plus faire au monde. Donc, c'est comme ma tasse de café. Courir me prépare pour ma journée. Parce que, à la seconde où vous quittez votre maison, à la seconde où vous ouvrez votre téléphone, à la seconde où vous faites n'importe laquelle de ces conneries, ce que vous faites c'est que vous laissez entrer le poison et le cancer en vous. Donc, je m'assure de... Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc, dès que je me lève, je commence à blinder mon esprit et mon corps. Comme une personne qui irait à la guerre, elle enfile son gilet pare-balles. Et c'est exactement ce que je fais quand je cours. Je me réveille et je commence à construire cette armure. Et quand je reviens dans le monde réel, que je commence à regarder mon téléphone, je suis prêt. Je ne me lève pas en retard, je n'ai pas à me précipiter, je ne suis pas désorganisé. Parce que je sais qu'aujourd'hui je vais me faire frapper à la gueule. Et c'est tout un art de se faire frapper à la gueule. Et c'est pourquoi ces choses sont importantes. Quand vous vous réveillez, vous devez vous donner cette conviction. Vous devez vous donner cette confiance. Et pour moi, cela commence par cette course. Et donc, après cette course, je rentre à la maison, je mange quelque chose. Quelle distance parcourez-vous généralement par jour? Jamais moins de 20 km. Donc 20 km c'est le minimum. Ça me prend généralement quelque chose comme 1h30 à 2h chaque matin. Puis je mange un peu et je vais à la salle de sport. Et puis après ça, je m'occupe de tout ce qui est prévu pour la journée en question. C'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Et vous faites toujours vos étirements le soir? Tous les soirs, absolument tous les soirs. Ok, donc 2 heures d'étirement chaque soir, 90 minutes à 2 heures de course chaque matin. Combien de temps dure votre séance à la salle de sport? Ça dépend. 45 minutes à 1h30. Oh ouais, et je fais du vélo aussi. Vous faites du vélo aussi? Ouais. Pendant combien de temps vous faites du vélo? En fait, ça dépend. Je fais beaucoup de vélo stationnaire en ce moment. Je fais ça au moins 3 ou 4 jours par semaine. Donc, ça vous prend presque toute votre journée. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Si, il y en a. Il y en reste pas mal. J'utilise mes 24 heures plutôt correctement. Comment sont vos nuits de sommeil? Elles sont très bonnes. D'accord, genre 8 heures, quelque chose comme ça? 7 à 8 heures. Ouais, dans tous les cas, vous en avez besoin avec ce genre de volume. Ouais, 7 à 8 heures de sommeil. Et puis tous les soirs, vous faites vos étirements? Tous les soirs. Mais pour en revenir à ce que vous disiez plus tôt sur le fait de surpasser le succès, en suivant ce genre de routine, vous ne pouvez même pas profiter de votre succès, genre 1/10 du temps. Exactement. Vous ne pouvez pas vous ramollir. Exactement. C'est exactement ça. Donc, même si tout ça se cassait la gueule, ça ne changerait rien pour moi. Parce que mon planning ne me le permet pas. Et c'est mon facteur de croissance. Je crois que nous devons construire notre propre estime. L'estime, c'est comme... Il y a plusieurs sortes d'estime comme... Votre mère qui vous dit de croire en vous-même, et il n'y a rien de mal avec ça. Mais il y a aussi l'estime qui se construit. Et l'estime qui se construit est celle où vous êtes constamment, genre... Personnellement, j'ai grandi dans un mauvais environnement. Donc la façon que j'ai trouvé de construire cette estime était à travers des tâches intimidantes que je me suis imposé de faire. Et donc c'est la preuve positive que... je peux. Et tout ça est corrélé. Et c'est comme ça que cet enfant bon à rien que je croyais être a pu devenir celui que je suis aujourd'hui. Parce que maintenant je peux me dire,
J'ai été dans 3 semaines de l'enfer. Je suis allé à la Ranger School. Je suis passé par la Delta Force. Vous avez construit une pile indéniable de preuves. Toutes ces choses sont les preuves. Vous devez construire votre confiance en vous. Vous devez construire votre estime. Il ne suffit pas de se dire genre, je suis capable de faire ça. Vous devez pouvoir regarder dans vos archives et réaliser, ouais, j'en suis vraiment capable. C'est ça la confiance. Et cela se construit à travers tous les défis que vous relevez. Nous avons tous des perspectives limitées. Dans mon cas par exemple, je viens d'une petite ville dans l'Indiana, où il y avait seulement une poignée d'autres familles noires. Et beaucoup de monde dans cette ville. Quand vous venez d'une ville de 8000 habitants, vous pensez genre, il y avait une usine locale qui s'appelait Great Dane. Et du coup tu penses genre, tu sais quoi, je vais travailler dans cette usine, acheter une maison dans cette ville et vivre à côté de ma mère. Parce que c'est tout ce que vous connaissez. Et donc nous sommes si nombreux à venir de ces endroits si restreints physiquement et mentalement que nous ne parvenons pas à penser au-delà de seulement ce que nous connaissons. Nos esprits sont enfermés dans ces petits compartiments. Mais une chose que j'ai été capable de faire, c'est de rêver. Beaucoup de gens savent rêver, mais la plupart des gens deviennent esclaves de leurs rêves. Je me suis permis de rêver au-delà des 4 putains de murs de cette ville. Et au moment où vous devenez capable de vraiment plonger dans ce rêve, sans pour autant en devenir l'esclave, c'est à ce moment que vous devenez la personne que vous êtes destiné à devenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas devenir l'esclave de son rêve? Beaucoup de gens s'assoient et rêvent d'être une figure sportive, ou rêvent de devenir un Navy Seal, ou rêvent de devenir un astronaute. Sauf que toutes ces choses ne sont que des rêves, et ils ne fournissent pas le travail nécessaire à la réalisation de ce rêve. Maintenant, quand vous devenez le maître de votre rêve, c'est quand vous dites « je veux devenir un Navy Seal », et puis vous dites « ok, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 putains de mois ». Mon rêve était la seule chose à laquelle je pensais. Sauf que maintenant, le rêve disparaît. Et maintenant, il est remplacé par cette longue liste de choses à faire. Ce nouveau planning, toutes ces tâches qui doivent être faites. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et seulement à ce moment, vous devenez le maître de votre propre rêve. Ça fait du bien de rêver de toutes ces choses. Vous vous sentez inspiré, c'est bien tout ça. Mais devinez ce qui se passe quand le réveil sonne à 4h le lendemain matin, et que vous devez vous entraîner. Je n'ai pas envie d'être un Navy Seal aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être, peu importe ce que c'est. Je commencerai demain. Et c'est le schéma habituel de la vie des gens. Et c'est pourquoi je parle de vider son esprit. Tant que vous ne voulez pas vraiment faire quelque chose, vous serez toujours un beau parleur. Vous vous trouverez toujours des excuses. Donc, une fois encore, avec la version audio de ce livre, vous avez ajouté des podcasts entre chaque chapitre où vous récapitulez ce qui vient d'être dit. Et cette fois, vous avez amené des invités, dont une notamment, qui était votre mère. Et vous avez eu une conversation de 35 minutes où vous vous êtes assis avec elle et avez parlé des expériences qu'elle a eues avec votre père, à réfléchir sur tout ça. Et vous avez abordé pas mal de choses que vous avez choisi de laisser de côté dans le premier livre. Ce qui signifie qu'il y a eu un voyage que vous avez traversé pour arriver au stade où vous et elle, et en collaboration, où vous êtes tombés d'accord de partager ça publiquement. Je veux dire, comment s'est passé ce processus? Parce que ce n'était pas l'idée de votre mère. Je veux dire, vous avez décidé de sortir un livre parce que vous pensiez qu'il serait utile, et maintenant des millions et des millions de personnes vous connaissent. Mais mis à part cela, vous savez, l'ampleur de votre notoriété atteint de plus en plus de personnes différentes. Du coup, quel a été le parcours pour arriver à ce stade? Eh bien, ça ne vient pas de moi à 100%. Je veux dire, j'avais déjà raconté, vous savez, un paquet de choses sur moi qui sont, vous savez, assez embarrassantes dans mon premier livre. Mais donc pour elle, cela l'a en fait vraiment aidé. Elle a dit, wow, s'il a trouvé le courage d'aller là-bas et d'exposer tout ça aux gens, peut-être que moi aussi je peux le faire. Vous savez, et donc ce processus m'a pris environ 4 ans de travail avec ma mère. Parce que, vous savez, elle a été très abîmée par ce qu'elle a vécu. Et moi aussi. Mais je savais que personne ne viendrait me sauver, donc je suis allé de l'avant et j'ai dû assumer tout ça. Mais ma mère a vécu d'une manière assez différente. Sauf que quand je suis arrivé avec mon premier livre, ça a vraiment commencé à la réveiller. Et elle a pensé genre, pourquoi je m'en soucie autant? Pourquoi je me soucie autant de ce que les gens peuvent penser de moi, de ce que j'ai traversé? Pourquoi je fuis mon passé en essayant de rejeter tout ça sur les autres? Pourquoi je m'inquiète autant de ce qu'ils peuvent dire de moi? Genre, il y a des choses dont j'ai parlé, vous savez, qui sont assez embarrassantes pour certaines personnes. Mais elle est arrivée à un point dans sa vie où elle a pu, vous savez, arrêter de s'en soucier parce que nous avons tous nos propres problèmes. Personne ne vit. Je veux dire, c'est tellement drôle pour moi qu'il y a encore des gens qui sont là en train de commenter sur d'autres personnes à propos de ce qu'ils font de leur vie, à scruter la vie des autres. Et je ne sais pas comment ils peuvent encore tolérer faire ça. Parce que je vous garantis, là c'est facile parce que vous n'êtes pas là en face de moi. Mais si je pouvais ouvrir votre putain de porte, bande d'enfoirés, qu'est-ce que tu trouverais à dire? Et je sais que c'est le cas pour absolument tout le monde. Les gens adorent envoyer de la haine sur les autres, mais ils se tiennent bien à l'écart pendant qu'ils le font. Et donc, avec ma mère, on a traversé ce voyage ensemble. Et cela lui a permis de sortir de sa tanière et de réaliser, ouais, allez tous vous faire. Vous savez, je suis une personne qui a l'habitude de... Ce que je veux, c'est donner suffisamment de confiance aux gens pour qu'ils puissent marcher dans une salle d'1 million de personnes, où tout le monde les déteste. Sauf que vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites, allez vous faire. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Puis vous sortez, et vous vous sentez bien avec vous-même. Et vous avez aidé votre mère à faire ça. Et maintenant elle peut regarder le monde entier et dire, ouais, j'ai épousé un putain d'enfoiré qui m'a étouffé presque jusqu'à la mort. J'étais au fond du trou.
et j'ai pas de problème avec ça. L'un des jours sur lesquels vous vous concentrez un peu dans cette conversation est le jour où elle a décidé de quitter votre père et vous emmener, vous et votre frère, avec elle. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris après réflexion? Ou vos deux expériences vous ont ouvert à une nouvelle prise de conscience? C'était un moment difficile pour elle. Et pour moi aussi, mais j'étais prêt à partir depuis longtemps. J'attendais juste qu'elle trouve enfin le courage de le quitter. Et je ne pense vraiment pas que... Je pense que c'est à partir de là que les dégâts ont vraiment commencé. À partir du moment où elle l'a quitté et que son combat s'est arrêté. C'est un peu comme quand vous courez 160 km. Au moment où vous vous asseyez, votre corps vous dit « on arrête, ça suffit maintenant ». À la seconde où elle l'a quitté, son esprit lui a dit « oh mon Dieu ». Genre, nous pouvons enfin être humains. Nous pouvons enfin être humains. Maintenant, on n'a plus à se battre. Et c'est à ce moment qu'elle s'est faite envahir de tout un tas de démons. Parce que toute cette lutte et toute cette merde à laquelle elle faisait face, tout ça venait de disparaître. Ça l'a avalé tout entière. Et moi aussi, ça m'a complètement avalé. Mais une fois encore, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir l'observer. Et elle m'a dévoilé le plan ultime à propos de comment ne pas vivre sa vie. Donc, j'ai eu du mal avec l'apprentissage en grandissant. Mais j'étais très intelligent quand il s'agissait d'analyser l'humain. Un génie. Parce que je vivais dans un tel enfer, que j'étudiais constamment les gens. En qui je peux faire confiance? En qui puis-je ne pas faire confiance? L'énergie. Je suis devenu très bon pour ressentir l'énergie. Est-ce que l'énergie de cette personne est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Et donc je suis devenu un génie dans l'analyse de l'être humain. J'ai étudié les gens, tout le temps. Je les étudiais constamment.